Eh bien, nous allons continuer donc l'introduction à la compilation. Alors, précédemment, nous avons abordé la notion de grammaire. Désormais, notre analyseur syntaxique doit s'enrichir de la production d'une représentation en mémoire de notre programme, à savoir un arbre de syntaxe abstraite. Alors, on va voir que cette syntaxe abstraite est fondamentale. Alors, je rappelle que, évidemment, notre analyse syntaxique a consommé un certain nombre de lexèmes et donc doit produire cette AST qui va être un petit peu la pierre angulaire de notre compilateur, qui va nous permettre en tout cas de basculer de la partie front-end à la partie middle-end, donc sur laquelle va s'appuyer l'analyse contextuelle notamment. Alors, on a précédemment utilisé des règles de grammaire pour vérifier qu'un langage source respectait effectivement ces règles de grammaire. Ça nous permet de faire remonter des erreurs pertinentes à l'utilisateur, par exemple un oubli de parenthèse ouvrante ou de parenthèse fermante ou de point-virgule peut être indiqué à travers cette analyse syntaxique. Mais le but ultime, c'est également de produire cet arbre en mémoire. Alors évidemment, la syntaxe abstraite, elle va s'opposer de manière immédiate avec la syntaxe concrète. La syntaxe concrète, c'est cette syntaxe qui possède les points-virgules, les accolades, etc. La syntaxe écrite par l'utilisateur, la syntaxe concrète de la grammaire, par rapport à la syntaxe donc, abstraite, qui elle est une vue beaucoup plus synthétique, beaucoup plus pure du langage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de le découvrir ensemble. En fait, déjà, la syntaxe abstraite, c'est une sorte de langage qui va être dépourvu de son sucre syntaxique, donc de tous ces éléments qui finalement nous aident à programmer, mais ne sont pas fondamentaux, tous ces éléments qui ne sont pas fondamentaux pour le langage lui-même, et notamment pour la représentation du programme en mémoire. Alors, comment on peut le dire autrement? Vous avez peut-être constaté que plusieurs langages, évidemment, proposent la notion de boucle while. Alors ces boucles while peuvent s'écrire de différentes manières, avec des accolades, sans accolades, en terminant par le mot-clé end, end, ou pas, etc. Ou par, dans le cas de Python, une tabulation adéquate. Donc c'est la même notion de boucle while écrite avec différentes syntaxes. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de boucle while qu'on cherche à capturer. Alors cette syntaxe abstraite, on va y arriver de manière assez directe dans quelques instants. Avant d'y venir, cette syntaxe abstraite, il faut noter qu'elle est très importante pour les informaticiens. C'est ce qui va leur permettre de construire des outils d'analyse, ça peut être des analyses statistiques, des analyses de complexité, etc. etc. Ça peut être aussi de construire des outils de preuve de programme, vérifier que certains programmes ont bien des bonnes propriétés, vérifient bien certaines propriétés. Ça peut être des outils de transformation, etc. etc. Transformation comme un compilateur. Donc cette syntaxe abstraite est vraiment importante et on va petit à petit se défaire des règles de grammaire et de la syntaxe concrète, qui finalement n'est pour l'informaticien que très anecdotique. Alors certains langages comme Lisp, il est intéressant de le souligner, certains langages, notamment Lisp, mais il en existe d'autres, alors vont exposer leur syntaxe de manière très directe, c'est-à-dire qu'on aura un lien très direct entre la syntaxe concrète écrite par le programmeur et la syntaxe abstraite, celle qui est manipulée par l'informaticien. Alors ces langages où données et programmes peuvent être interchangeables s'appellent des langages homo-iconiques. Dans Lisp par exemple, un bout de programme Lisp peut être vu comme une donnée, et donc un programme Lisp va pouvoir manipuler cette donnée pour en faire autre chose, ce qui va ouvrir la porte à tout un champ de l'informatique extrêmement intéressant qu'on appelle la métaprogrammation. Un programme Lisp va pouvoir manipuler d'autres programmes Lisp comme une donnée. Donc en tout cas on retient que certains langages déjà présentent une syntaxe abstraite très proche de la syntaxe concrète. Alors sur
sur ce transparent, enfin ce slide, puisque les slides ne sont désormais plus transparents vraiment, hein, on répète notre intention. On a un code source initial qui a été transformé en un ensemble de lexèmes, hein, une sorte de structure linéaire de lexème. Ça, c'est l'analyse lexicale qui nous l'a fourni. Désormais, l'analyse syntaxique, son but, c'est de construire une forme arborescente, un arbre, qui représente des concepts. Alors, ces concepts, il va falloir les trouver dans ce flux de lexème, ce qui est un but assez noble. Alors, on peut voir dès à présent que ces concepts sont représentés en bleu. On va retrouver malgré tout en rouge les lexèmes. Alors notez que les lexèmes qui se retrouvent dans les feuilles de l'arbre de syntaxe abstraite, qu'on va appeler des symboles terminaux, eh bien ces lexèmes, certains, en tout cas de ces lexèmes, ont été, des lexèmes initialement présents dans le flux, ont été purement et simplement oubliés, supprimés. On n'en a plus besoin, on n'a plus besoin dans la représentation en mémoire. Par exemple les parenthèses. Les virgules, les accolades ne figurent plus dans l'arbre de syntaxe abstraite. Ne sont retenus que les identifiants, certains mots-clés, et encore pas tous les mots-clés. Par exemple, la notion de return, qui figure sur la droite, n'est plus capturée en tant que mot-clé. Le lexème return a été purement et simplement remplacé par une représentation objet, hein, du concept de return. Alors, comment on procède pour construire ces concepts? Alors, ce qui va être très intéressant, c'est d'utiliser le paradigme orienté objet. On pourrait très bien utiliser, et dans le domaine de la compilation, ça se fait fréquemment, on pourrait utiliser le paradigme fonctionnel qui s'y prête très, très, très bien. Alors, nous, on va utiliser le paradigme objet parce que c'est celui que vous connaissez et qu'il est aussi très pratique pour la représentation de nos objets. Alors, chaque type de nœud, tout à l'heure on avait des nœuds en bleu, chaque type de nœud va se décrire sous forme d'une classe. Donc le concept, par exemple, de déclaration de fonction ou de type return va se décrire sous forme d'une classe. Un nœud particulier, par contre, qui a ce type, instanciera la classe. Alors sur la ST, le nom des attributs aux variables d'instance va apparaître sur les arcs qui relient les objets. Donc si je reviens sur la slide précédente, par exemple, la classe fonction possède un attribut qui s'appelle body. Donc quand on va instancier la fonction, on aura à notre disposition une variable d'instance qui s'appelle body. Cette variable d'instance pointe sur un objet de type body. Alors, le nommage de ces classes, de ces concepts, et évidemment des variables d'instance, du nom des variables d'instance, ce nommage vraiment est très important pour l'intelligibilité globale de notre représentation. Autre élément important pour l'intelligibilité, c'est que les classes doivent entretenir des liens particuliers. Ces classes, ce sont des objets, et vous savez que les objets peuvent entretenir des relations particulières. Par exemple, certains nœuds héritent de tel ou tel autre. C'est ce qu'on appelle la relation d'héritage. Alors la notion d'héritage, on ne va pas y revenir, ce n'est pas le but dans ce cours, mais on peut simplement suggérer que c'est une sorte de factorisation de comportement entre des classes. Une classe mère permettra aux classes filles d'hériter d'un certain nombre de comportements. On a également la notion de composition. On va pouvoir dire qu'un objet est structuré à partir d'un certain nombre d'autres classes, ce qui est évidemment pour notre arbre un prérequis, puisque chaque objet sera constitué de ces feuilles qui seront comme autant d'éléments de composition. Alors, ce qu'on peut signaler, et la remarque est vraiment importante pour tout un pan de l'informatique, c'est que ce diagramme de classe où on établit des relations entre les classes, eh bien ce diagramme représente un métamodèle, le métamodèle du langage. Alors l'AST à l'inverse, ça peut être vu comme un modèle. Je dis peut être vu car
c'est vrai qu'en première approche. Ce qui va nous manquer, pour dire vraiment pour les puristes que l'AST est un modèle, c'est tout simplement la notion de référence. Dans notre AST, deux feuilles, disons deux identifiants X, ne sont pas forcément reliés, alors qu'ils, intrinsèquement, ils doivent peut-être pointer, suivant le contexte de présence de CX, pointer sur la même entité X, une variable déclarée par exemple. Jusqu'ici, notre arbre de syntaxe abstraite n'a pas de notion de référence et ne sait pas donc distinguer entre deux feuilles qui ont le même identifiant X. Donc on retient ce paquet de classes, ce diagramme de classe représente le métamodèle du langage et l'AST doit être conforme à ce métamodèle. La manière d'instancier les objets dans l'AST doit être conforme au métamodèle. On doit respecter les relations d'héritage et les relations de composition qui ont été explicitées dans le métamodèle. Alors concrètement, sur la droite ici, j'ai représenté le métamodèle, donc l'attention, les relations intimes que doivent respecter les classes entre elles, et sur la gauche, on a instancié un tel arbre qui respecte, en tout cas en partie, puisque le métamodèle est très très partiel ici, l'arbre de syntaxe abstraite sur la gauche respecte certaines relations, notamment de composition, qui ont été explicitées dans le métamodèle. Donc nous, en tant que constructeurs de compilateurs, en tant que développeurs de compilateurs, il faudra effectivement qu'on pense à ce métamodèle et que dans notre parseur, on réalise l'instanciation de ce métamodèle. Alors, sur ce slide suivant, puisque nous parlons de diagramme de classe, j'ai présenté un diagramme de classe encore plus simple. Il s'agit de trois classes, immeuble, étage et salle, qui sont a priori en dehors de la compilation. Vous avez peut-être vu de tels diagrammes d'ailleurs dans des cours d'initiation simplement au langage Python, qui est un langage orienté objet également. Donc c'est un diagramme de classe comme un autre, on pourrait dire, un peu banalisé. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que pour les informaticiens, cette description d'immeuble, d'étage et de salle constitue un langage. Ce n'est pas un langage avec une syntaxe concrète, mais c'est bien un langage qui est une syntaxe abstraite. Donc il y a une sorte de lien un pour un entre diagramme de classe et langage. On pourrait d'ailleurs, a posteriori, créer une syntaxe concrète qui illustrerait ou permettrait de sérialiser, par exemple, un tel modèle, ou un modèle issu de ce métamodèle, plus exactement. Alors, venons-en à nos premiers analyseurs. C'est quand même le but, le but pédagogique de cette introduction à la compilation, c'est assez rapidement d'avoir des compilateurs, notamment donc ici des parseurs. Alors on va s'intéresser à l'analyse LL1. Alors dans l'analyse LL1, on l'a déjà dit, on va retrouver des méthodes accepted, expect, showNext, éventuellement un lookAhead, et puis j'ai rajouté une méthode maybe qui consomme optionnellement un token si ce token a le bon type. La lecture de ce code Ruby doit être assez directe et assez limpide pour vous. Donc on se reposera sur ces méthodes, on va simplement se baser sur accepted, expect et showNext dans un premier temps pour réaliser notre analyseur syntaxique. Alors, on va disposer donc dans notre parseur d'une méthode qui va s'appeler parse et qui recevra en entrée un code source. Alors, un analyseur lexical va prendre cette chaîne de caractères en entrée, une toute petite erreur dans le slide, mais c'est pas bien méchant, elle va prendre le code str en entrée et elle va tokeniser donc cette chaîne de caractères. On aura donc créé un flux complet ici de tokens. Cette façon de procéder, c'est-à-dire de créer au préalable l'ensemble du flux de l'exem d'un seul coup, peut être une
discuter, il y a d'autres façons de faire, mais en première approche, cela est intéressant pour nous d'avoir totalement décomposé les deux phases. Alors ces tokens, on peut réaliser une phase de suppression des commentaires par exemple et commencer l'analyse syntaxique qui commence avec la méthode Design Unit. Donc cette méthode, c'est la méthode source et en fonction des jetons qui vont se présenter, des logsem qui vont se présenter, eh bien on va se diriger vers telle ou telle méthode. Alors si on continue l'analyse, on peut à un moment tomber sur une méthode par statement. Alors en fonction du lexème courant, on va s'orienter vers telle ou telle méthode. Donc sur le par statement, si on tombe sur un identifiant, il y a toutes les raisons de se diriger vers la méthode parse assignment. Si on tombe sur un token while, eh bien c'est probablement que l'on est face à un while, donc les prochains tokens constitueront le corps d'un while, ou en tout cas tout le while avec ses conditions, etc. Si on tombe en tête sur un token for, ça veut dire qu'il faut absolument lancer la méthode parse for. Et donc ça va se produire de manière absolument récursive, avec évidemment toutes les précautions d'emploi, puisque il va falloir s'assurer que effectivement le fait de regarder juste un lexème en avance suffit à correctement se diriger. Alors on peut enfin tomber sur cette méthode parse while. Alors effectivement c'est là qu'on va attendre le token while, donc on aura une méthode expect et on va attendre le while. On va ensuite lancer une nouvelle méthode de parse expression. J'ai simplement indiqué expression ici, mais il s'agit de parse expression, et de la même façon le parse statement va intervenir par la suite. Alors ce qui est intéressant de noter ici, c'est que cette méthode parse while, son but c'est de nous renvoyer un objet instancié qui est un while. Donc on aura constitué notre banque, notre métamodèle de classe, et ici on va instancier un while avec sa condition et son statement. Donc toutes les méthodes parse yi ici, renvoient en général à un objet yi. C'est le principe de base. Et on vient de le voir précédemment, la méthode par statement ne renvoie pas à un objet statement. L'objet statement n'a pas été instancié par exemple ici, puisque ça sera chacune des méthodes par statement ou le while ou le for qui aurait été instancié. Donc quelque part, les objets, les classes abstraites, les classes abstraites n'ont pas donné lieu à l'instanciation d'un objet. Ce n'est qu'un objet while, for ou assignment qui fait figure de statement ici. Donc en général, on peut retenir qu'une méthode parse yi renvoie un objet yi, sauf dans les cas effectivement où on a de l'héritage. Alors ce qu'il est important de noter également, c'est que si on appliquait strictement la méthode qui consisterait à prendre les règles de grammaire et à constituer nos méthodes informatiques de parse y, donc une méthode y, une règle y, une méthode parse y, si on applique ça de manière stricte entre la grammaire et les méthodes parse, on peut y arriver, mais on va obtenir un arbre qui reflète directement la structure de la grammaire. Alors, ça peut être très bien, mais très rapidement, si la grammaire a été constituée avec beaucoup de règles, notamment pour la lisibilité de la grammaire, on va se retrouver directement avec beaucoup de méthodes et beaucoup d'objets et un métamodèle très grand. Donc ça, parfois, c'est quand même un peu à éviter puisqu'on sait qu'on va devoir exploiter le métamodèle. Moins il y aura de concepts en métamodèle et mieux ce sera. C'est une sorte de principe du rasoir d'Occam. Si on a une version plus simple, eh bien c'est mieux. Alors donc on va essayer d'éviter d'avoir trop d'objets. Alors lorsqu'on a ainsi un mapping entre la grammaire et les méthodes, on appelle ça un parse tree, donc qui reflète directement la manière de parser la grammaire. A l'inverse, lorsque l'arbre est un peu plus épuré, un peu mieux pensé on va dire, eh bien on parle vraiment d'arbre de syntaxe abstraite. C'est une différence importante. Alors en conclusion, on peut dire que l'orienté objet nous a fait un apport direct, on va pouvoir facilement capturer les concepts dans des classes pour représenter la syntaxe abstraite. Alors j'ai noté que on pourrait aborder le problème d'une autre manière, notamment avec des langages fonctionnels,
Le langage Camel, par exemple, et Objectif Camel en particulier, sont très adaptés pour ce genre de développement de compilateurs également. On s'est borné ici à la construction simple dans le cas LL1. C'est un choix pédagogique que j'assume parfaitement, d'autant plus qu'il est suivi par un certain nombre d'autres pédagogues autour des compilateurs. Alors, une remarque pour finir, on a parlé d'arbres, on avait cette intention de construire un arbre. Finalement, on n'a qu'un objet racine qui possède un certain nombre d'attributs qui vont constituer le sous-arbre. Donc on n'a pas besoin de constituer un objet arbre en tant que tel, il suffit juste de créer un objet qui possède des attributs, et ça s'applique de manière récursive. Voilà pour la syntaxe abstraite. Il nous reste à passer, bien entendu, aux travaux pratiques.